Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision encore ce matin. Nous sommes le jeudi 5 septembre 2019. On a une pensée pour tous les avocats du Cameroun qui ont pu hier avoir le point de vue du gouvernement à travers une concertation qui a eu lieu au ministère de la Justice hier avec en tête de gondole le ministre Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, ministre d'État garde des Sceaux Laurent Esso. Cette réunion qui s'est terminée très tard hier, on a veillé pour avoir le communiqué final. Le communiqué final n'a pas dévoilé si oui ou non le mot d'ordre de grève sera levé ou pas. Pour l'instant, nos sources nous signalent que ce mot d'ordre de grève n'est pas encore signé. On est encore, on va le dire comme ça, à l'étape des négociations, à l'étape des évaluations des positions de chacune des parties, puisque vous savez quels sont toutes les griefs que le Conseil de l'ordre des avocats du Cameroun a porté contre le système judiciaire camerounais, et le gouvernement qui a entendu, écouté les revendications des avocats, le gouvernement qui a donc mis en place de commun accord avec les avocats un comité ad hoc chargé de suivre toutes ces revendications, mais également le gouvernement dit avoir instruit toutes les parties qui sont concernées par ces répressions de pouvoir respecter les dispositions légales, notamment du code de procédure pénale. Pour l'instant, les avocats restent en attente. Ce qui est certain, c'est que un conseil de l'ordre va se tenir tout prochainement, et c'est à l'issue de ce conseil de l'ordre des avocats du Cameroun qu'on saura si oui ou non le mot d'ordre de grève est levé. Donc c'est une grande question. Pendant ce temps-là, c'est le Front citoyen, c'est un, on va dire, rassemblement de partis politiques et d'organisations de la société civile, le Front citoyen, qui s'est réuni hier à Douala pour signer une résolution de soutien aux avocats camerounais suite à leur grève. Donc on voit très bien que tout se met en place pour soutenir les avocats dans un contexte où demain, vendredi 6 septembre, va s'ouvrir au tribunal militaire de Yaoundé le procès du siècle, comme le dit Maître Alice Com, ce procès de Maurice Kamto et compagnie, qui est accusé, comme vous le savez, d'hostilité à la patrie, de rébellion, mais également de déstabilisation du pays, de récrimination, qui seront jugés demain devant le tribunal militaire de Yaoundé, madame, monsieur. Donc chaque matin, nous sommes là, comme vous le savez, aux avant-postes de la démocratie au Cameroun, en informant nos concitoyens pour que chacun soit solidement ancré dans les valeurs républicaines. Et nous sommes chaque matin 5 sur ce plateau. D'abord vous, monsieur Batchou Chalamel, je vous dis bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. La ville de Douala est devenue un Far West où désormais il ne fait pas bon vivre de marcher les bras vides, les bras ballants. Sommes-nous appelés à conclure. Hier, des jeunes, 30 ils étaient, ont choisi d'agresser tout le long d'une rue. Ils ont agressé colboxeuses, agressé les individus, les passants, et ceux dans les véhicules, avec des grosses lames dans les mains. Ce n'est pas le premier cas. À quoi? C'est devenu chose courante. Maintenant, à quoi? Vous voyez 5 ou 6 individus qui vous encerclent lorsque vous voulez sortir de votre véhicule, qui vous menacent et qui récupèrent argent, bijoux, portables. Voilà le Far West dans lequel on est. Pourtant, nous avons des personnes qui sont censées et habilitées à protéger les citoyens camerounais. Merci à cette équipe qui s'est déployée hier, mais seulement c'est insuffisant. Voilà, on a tous regardé le reportage sur Equinox Télévision hier au journal, également sur Radio Equinox hier soir. L'émission Vite ton sac de 20h à 21h a posé le problème sur la table, et on a écouté les nombreuses contributions des concitoyens sur Radio Equinox. On a bien senti que les Camerounais sont avides demandeurs de sécurité, et ils ont été nombreux à signaler, on va le dire au cours de ce programme sur Radio Equinox, leur expérience, leurs témoignages, leur vécu de
faits d'agression vécus ici et là à Douala. On va dire que Douala n'est pas la seule ville du Cameroun où on connaît ce phénomène. Tout le Cameroun entier vit sous la peur. J'ai aimé cette réaction de ce Camerounais qui a dit qu'il a une fois dénoncé un bandit et le bandit en question a été happé par les forces de l'ordre. Quelques semaines seulement après, ce bandit est sorti des géoles et est revenu le remenacer au quartier. Heureusement qu'il a dû se sauver grâce à un grand frère. Donc voilà la psychose dans laquelle vivent les Camerounais. C'est inacceptable. On doit ce matin interroger notre système de sécurité au Cameroun et surtout les politiques publiques menées pour réduire le grand banditisme, la grande criminalité et le vol à l'étalage au Cameroun, madame, messieurs. Merci donc à vous, monsieur Bachou Chalamel. On vous retrouve à 10h40 pour votre chronique quotidienne. C'est bien la colère de Charles Hamel, colère éponyme, on l'a bien compris. Également ce matin sur le plateau, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Je reprends quelques paroles de Pierre Semengue qui dit « J'ai un mandat légitime qui va jusqu'au 27 juillet 2020 et je vais le défendre. Je ne peux pas accepter qu'on m'achète. On fait le faux et on veut que j'accepte d'être nommé président d'honneur avec un salaire. » En tout cas, pour le coup, on n'a pas le choix que d'acquiescer ces propos du général, puisque c'est clair, il a un mandat, il a dit, qui est en cours. On doit attendre que ce mandat termine avant de faire tout coup d'État. D'ailleurs, vous savez que les militaires n'aiment pas les coups d'État, donc c'est normal que le général Pierre Semengue se prononce ainsi. On voit très bien que la FECAFOOT, qui donne des leçons à la ligue professionnelle, n'est pas elle-même, on va dire, irréprochable. Lorsqu'on voit comment sont organisés, comment ont été organisés les récents championnats d'Interpol au Cameroun, on se pose bien des questions. Quand on voit l'état dans lequel est plongé nos championnats au Cameroun, championnat féminin, de football féminin, on a à dire beaucoup de choses sur la gestion des championnats par la FECAFOOT elle-même. Donc il faut savoir raison garder dans des dossiers comme ceux-là. Donc tenez bon, monsieur le général, Pierre Semengue. Également sur le plateau ce matin, Vouboron Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Nous sommes au 4e jour de la rentrée scolaire pour l'année académique 2019-2020. Toujours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la rentrée est toujours timide. On attend néanmoins les rapports des 2 délégués régionaux en charge des enseignements secondaires et des éducations de base. Mais c'est toujours timide, rien n'évolue. D'accord. Alors, madame, messieurs, merci infiniment. Je rappelle encore, nous sommes le jeudi 5 septembre 2019. Voici l'histoire du jour à date. Avec vous, on prend date donc. Dominique Audrey-Yangelec, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Christelle. Christelle a 28 ans et elle est au bord de la dépression parce qu'elle a perdu son enfant, sa fille. Il y a sensiblement 5 ans, Christelle a fait une rencontre sur Internet. Elle a rencontré un homme. Ils se sont aimés follement. Ils ont échangé et autres. En fait, ils avaient une relation à distance. Tout se passait au téléphone. 3 ans après la relation, Bernard a entrepris de venir rencontrer physiquement sa belle. Et ça s'est bien passé au point où il a rencontré la famille de la fille. Ils ont pris attache et ils ont prévu de se marier. Donc il est venu, il a toqué à la porte et autres. Et en repartant, il a laissé Christelle enceinte. Il a décidé, lorsqu'il a su qu'elle était enceinte, il a décidé de lui allouer un budget de 100 000 francs par mois puisqu'il a fait déménager et elle devait payer les frais, les charges de la maison et s'occuper d'elle-même. Lorsque l'enfant est né, ils ont fixé une date de mariage. Donc, il a entrepris de venir lorsque l'enfant aurait sensiblement 8 mois, quelque chose par là. Donc, dès qu'elle devait célébrer l'enfant, il devait venir au Cameroun, célébrer le mariage et repartir avec elle. Ce qui s'est passé parce qu'il est venu au Cameroun pour épouser Christelle. La semaine du mariage, le mercredi, plus exactement, il est allé voir Christelle et lui a dit, bon, tu sais que on a fait un enfant hors mariage et dans ma famille, notre
notre famille a un rituel qu'on fait avec l'enfant né hors mariage avant la cérémonie du mariage. Et Christelle, elle n'a pas eu de doute, c'était le père de l'enfant. Elle a donné l'enfant et il est allé avec l'enfant. Sauf que le mercredi soir, il n'a pas ramené l'enfant. Le jeudi, non, le jeudi non plus. En tout cas, c'est dit certainement, l'enfant avec ses grands-parents. On va se retrouver samedi à la mairie. Samedi à la mairie, il a répondu aux abonnés absents. Il n'était pas là et son numéro ne passait plus. Christelle va vers la famille du garçon, mais qu'est-ce qui se passe? Il est où est l'enfant et autres? Personne ne lui dit rien parce que personne ne sait de quoi il en retourne. Un numéro de l'étranger l'appelle et c'est Bernard qui lui fait comprendre qu'il est reparti et que si elle voulait parler avec son enfant, il n'y aurait pas de problème, mais il ne pouvait plus continuer parce qu'il a eu un problème, il a donc dû aller activement, il est allé avec l'enfant. Christelle jusqu'ici ne comprend rien. Elle a essayé de contacter, elle a une soeur qui vit également à l'étranger. Elle a dit à sa soeur, voilà les coordonnées, voilà. Essaye un peu de te renseigner sur la personne pour essayer de savoir où il est. Est-ce que je peux récupérer l'enfant? Malheureusement, elle a appris que Bernard est marié, sauf qu'il est homosexuel de ce côté-là. Et sa soeur lui a dit, moi je ne peux pas entreprendre quelque action que ce soit contre ces personnes-là parce qu'ils ont généralement en communauté un certain soutien. Et je ne peux pas m'en sortir face à cette personne-là. La famille de Bernard dit qu'eux aussi ne savaient pas que leur fils était comme ça et qu'ils ne savent même pas comment faire, ils ne savent même pas quoi dire. Donc, le problème aujourd'hui, c'est ça, c'est Christelle qui ne sait pas comment faire pour récupérer son enfant. Parce que le problème n'est pas qu'il soit avec le père de l'enfant. Le problème, c'est comment est-ce que son enfant va grandir, dans quel environnement et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été mise au courant. Donc, l'histoire met en scène les enfants qu'on envoie à l'étranger, généralement. À qui est-ce qu'on envoie? Est-ce qu'on peut totalement faire confiance à ces personnes-là? Et ça remet également en cause les relations sur Internet. Est-ce que ça marche? Alors, Dominique Audrey, est-ce que je peux vous faire un compliment? Oui, allez. Et est-ce que je peux également m'inscrire à votre école dans ce compliment-là? Vous savez, vous avez la formule magique, hein, vous avez les mots qui disent beaucoup de choses. Première chose, moi, j'adore votre voix. Merci. Voilà, votre voix, elle est jouissive. Orgasmique. Votre voix donne... J'ai pas terminé. Allez-y. C'est encore plus fort ce qui arrive. Ah, d'accord. Votre voix donne des orgasmes auditifs. Et voilà, je tenais à vous le dire. Si j'étais pas aussi noire, j'allais rougir. Hein. Voilà, donc je tenais à vous le dire ce matin, Dominique Audrey. Vous avez une voix terrible, je vous assure. C'est une voix... voilà. Je m'en remets de mes émotions, madame, monsieur. Remettons-nous dans l'émission aussi. Alors, il me semble qu'il y a une chanson de Joey Borson, Internet, venez nous sauver. Vous savez, c'est devenu... on reprend ce refrain chaque fois lorsqu'on pense à ces femmes qui entretiennent des relations avec des personnes à l'étranger. Je vous ai raconté ici l'histoire d'une jeune Camerounaise qui a dû rencontrer également son fiancé sur Internet. Il est revenu au Cameroun, il a épousé la fille, il est reparti directement avec elle. Et là-bas, il a transformé cette fille-là en prostituée. Donc, en réalité, c'était un proxénète. Et donc, il a transformé cette fille-là en machine à ce que vous pensez. Donc, vous voyez, c'est très grave la situation. Donc, premier élément. Deuxième élément, c'est intéressant de voir comment la société... aujourd'hui, j'entends des combats homophobes. On dit on va lutter contre l'homophobie. C'est d'ailleurs même dans les stades français aujourd'hui de football, vous voyez des gens arrêter des matchs de football parce que il y a une banderole, on va dire homophobe. Le terme est très très à la mode aujourd'hui. Comme chez eux là-bas, ils ont légalisé cette chose. Ils veulent nous l'imposer à nous ici. Malheureusement, ils trouvent face à eux une cinquième colonne qui barre la voie à cela. C'est déjà intéressant. Mais eux là-bas, comme ils sont toujours dans leur contradiction, ils se mettent ensemble, un homme et un homme, une femme et une femme. Mais comme ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ils créent donc des trafics. Et on est clairement là, dans une situation de trafic, dans un braquage. Il faut dire ça comme il faut. Ce monsieur a mis en place son stratagème. Il a bien pensé son coup. Il a mis son action en œuvre. Il a séduit une femme par Internet. Il sait comment nos Camerounais
plaisent parfois à certaines, pas tout le monde, ont le rêve d'un bang. Il a profité de cela pour donc la choper, et la pauvre s'est laissée emporter par ce monsieur, ce prince charmant de Pakoti. Et là voilà, il avait un plan, faire un enfant avec elle et prendre des stratégies, des stratagèmes pour récupérer l'enfant et partir. Si vous permettez, c'est aussi simple que ça. Il a fait un complot avec sa sœur et ils ont fait des faux papiers. Donc il a les autorisations pour que l'enfant soit là-bas. Oui, tu sais, ces gens-là sont très futés. Dominique Audrey, faut pas sous-estimer ces gars-là. C'est des gars très futés. Quand ils arrivent là-bas, ils découvrent une autre société. Quand ils arrivent là-bas, ils découvrent une autre réalité. Ils sont plongés dans le quotidien de là-bas. Je rappelle que là-bas, désormais, ils ont supprimé et su les actes administratifs et éducatifs. Le terme papa, maman, ils estiment que on doit mettre parent 1, parent 2. Et ils estiment qu'un parent 1 peut être un papa et un parent 2 peut être un deuxième papa. Donc, ils ne veulent pas faire de catégorisation discriminatoire. Ouais, à quel niveau ces gens-là sont. Donc, c'est clair que ce monsieur avait en tête un plan machiavélique qu'il a mis en œuvre et il a malheureusement réussi son plan, mais il n'est pas très loin d'un contre-plan, d'ailleurs. Alors, bon, Bengan, je commence par vous ce matin. Quel est votre propos? Non, d'abord, ce problème, l'histoire de ce matin pose beaucoup de problèmes. Oui. Qui se résume, j'allais dire, en deux. D'abord, la têtutesse de nos filles et, d'une part, la dégradation ou même la désocialisation de l'Occident. L'histoire me ramène à une autre que j'ai lue cette semaine, en début de semaine, où un tribunal aux États-Unis a légalisé une union entre un frère aîné et sa sœur et sa cadette. On dit que désormais vous êtes même père, même mère, si vous pouvez vous marier. C'est l'inceste, ça, non? En fait, nous, oui. Mais bon, quand vous êtes, nous sommes donc face à une société qui cesse de vivre. L'Occident a cessé de vivre. Et quand on cesse de vivre, on régresse. Il n'y a plus de progression possible. Donc vous allez observer des choses comme ça qui vont arriver, mais qui vont nous amener à la ruine de l'Occident. Bon, heureusement qu'il y a les Noirs qui sont en train d'envahir, parce qu'en fait, le Noir va encore repeupler le monde et c'est peut-être une bonne chose. Mais ici, concrètement, on a dit aux filles, on leur a dit, si vous faites un enfant avant le mariage, cet enfant appartient à votre papa, n'appartient pas encore à son géniteur, pas encore. S'il y a des rituels à faire, c'est votre papa, la femme de votre papa qui procède au rituel. C'est votre papa, s'il ne veut pas l'avoir, va donc remettre, donc la famille qui remet la femme. Ce n'est pas vous. Et le mariage, ce n'est pas deux personnes. On le leur dit tous les jours et nos filles tombent toujours dans les mêmes travers. Voilà le premier problème que ça pose. Maintenant, pour ce garçon, cher ami, si vous avez, parmi les premiers actes que François Hollande a posé, vous pouvez aller sur Internet tout de suite, vous allez voir, taper seulement François Hollande nomme un ambassadeur homosexuel au Vatican. Donc, vous voyez, à quel niveau oui, un chef d'État a atteint. Si Hollande, qu'est-ce qu'il y a, même si on peut reprocher des choses à l'Église catholique romaine, mais au moins les différents papes qui sont là n'acceptent pas ça, même si on dit oui, il y a des prêtres ici, il y a des bon, mais de manière, j'allais dire, dans leur orientation, ils ne peuvent pas. Mais cet ambassadeur homosexuel est resté 6 mois au Vatican. C'est vrai, le pape n'a pas reçu sa lettre d'accréditation, il ne l'a pas accrédité, mais n'a même pas buté. Mais le seul fait pour François Hollande dénommer un ambassadeur homosexuel au Vatican, ça dit tout. Donc vous voyez, et vous avez... Bon, en tout cas, ce n'est pas non plus une exclusivité. Quand on regarde Sodoma aujourd'hui, voilà, tout à fait. Sodoma met en lumière tout ce qu'il y a au Vatican. Mais au moins, on se cache. Quand un enfant vient pour lui prendre la viande dans la marmite, il se cache, non? Il sait bien qu'il fait mal. Donc on peut faire des choses en cachette. Mais quand on veut, et vous avez étudié, ils ont des stratagèmes. On commence à lancer comme ça des trucs. Et c'est des gens, je parle de l'Occident, et surtout ces milieux de pervers, qui font que ils développent des idées terribles. Dans des années 1970 jusqu'à 1983,
tous ceux qui étaient homosexuels en Europe, on les traitait dans des centres psychiatriques. Pourquoi ils ont changé ça? Ah, justement parce que la société ne vit plus. L'Europe est arrivée à un point où, puisque l'Europe n'a pas de préhistoire, ils ont tout triché, ils ont tout volé. Maintenant, il faut donc créer un nouveau monde, ils n'arrivent plus, ils ne parviennent plus à créer un nouveau monde. Et on commence à vous dire que, bon, deux personnes de même sexe peuvent se marier et veulent même justifier que non. Mais quand vous dites que ça a commencé en Afrique, oui, lorsqu'il y avait l'homosexualité chez nous, on castrait l'homme. On ne permettait pas les actes homosexuels. L'homme qui a cette tendance, on t'amène dès le bas âge. Si tu ne veux pas, on te castre. Tu ne sortiras jamais de femme toute ta vie. On te forme dans des métiers paramilitaires ou d'autres métiers comme les. Mais aujourd'hui, on va laisser prospérer ces choses. Donc, effectivement, vous avez raison, c'est là où je termine. Il développe des stratagèmes pour faire croire que c'est sa sœur, c'est l'enfant de sa sœur qu'il a adopté. Oui. Il l'a adopté et comment vous décidez de ne pas avoir d'enfant? Et vous prenez l'enfant de quelqu'un d'autre que vous allez transformer en quoi? En quel individu demain? Donc cet enfant va grandir dans les milieux homosexuels Il où sera, il sera forcément homosexuel. Ah, absolument. Puisqu'il va devoir suivre l'exemple de ses parents. Donc la seule chose aussi, c'est, je ne sais pas, faudrait que nous avons quand même des magistrats ici, ils ont des juges d'instruction qui peuvent avoir les coups de franche, ils peuvent. Donc, qu'ils nous aident dans ce sens-là pour commencer à récupérer ces enfants-là. Que cette fille ne meure pas, ça va lui prendre un peu de sous, c'est vrai, mais et on va lui faire des reproches, mais qu'elle monte un dossier et elle voit des avocats. Très bien. Dominique Audrey, sur cette question, qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'aujourd'hui, c'est Christelle qui a eu le courage de parler. Mais à côté de Christelle, il y a toutes les femmes aujourd'hui sont exposées à ces benguistes de décembre là, qui viennent, qui nous vendent le rêve. Et après, généralement, ils partent. Soit c'est juste pour des bouillons de cuisses. Et après, ils s'en vont. Et aujourd'hui, malheureusement... Vous êtes très forte, hein? Les bouillons de quoi? Les bouillons de cuisses. Et malheureusement, cette fois-ci, c'est... Christelle a Monsieur Fopoussi, vous n'êtes pas me dire ça. Vous m'avez enlevé toute trace je suis alors très rarement déconcentré, mais vous m'avez enlevé une trace de lucidité ce matin. Allez-y, continuez. Excusez-moi. D'accord. Donc, malheureusement, aujourd'hui, Christelle a quasiment perdu son enfant parce que je ne sais pas par quelle alchimie elle va pouvoir rentrer en contact avec sa fille. Bien que Bernard dise que si elle veut causer avec son enfant, lui n'a pas d'obstacle à ça. Elle téléphone et elle va parler avec l'enfant, mais il a pris avec lui une partie, quasiment toute la vie de cette jeune femme-là. Donc, aux jeunes femmes qui rencontrent des hommes sur Internet, faites attention parce que voilà un homme qui était à 2 jours du mariage et il est parti. Donc, il n'y a même... Soi-disant mariage. Soi-disant parce que toute la famille avait fait l'argent. On avait déjà tout fait. Ça veut dire que je ne sais plus, il n'y a plus de garantie. Donc, à Christelle, vraiment, tout ce que je vais lui dire, c'est d'essayer de trouver les moyens de faire des papiers, aller dans ce pays pour être proche de son enfant ou auquel cas qu'elle oublie cet enfant. Mais elle ne pourra pas l'oublier parce que cet enfant, si elle le laisse là-bas, c'est un enfant qui sera perdu. D'accord. Non, on peut engager une procédure sur place là-bas en France. Mais étant entendu, donc, comme sa soeur lui a dit, c'est une communauté qui est très solide. Ça n'empêche pas les tests ADN et la manière avec laquelle il est peut-être le parent de l'enfant, mais la manière avec laquelle il a volé l'enfant montre que sans le on ne peut pas lui donner sans le consentement. Sauf que sa sœur a fait des papiers. Oui, mais qui vont s'avérer les papiers qui ont permis que l'enfant voyage. Oui, elle va attaquer justement ces papiers-là. Elle va attaquer ces papiers-là pour dire que ces papiers-là sont faux et écriture de faux. Ce n'est pas seulement faux, c'est écriture également de faux. Donc on attaque ça sur cet angle-là et on va annuler l'acte qui confère la paternité, la maternité de l'enfant à ces 2 brigands
Et ensuite, elle va donc revenir dans ses enlèvement. droits. Donc, elle est en droit de se plaindre, qu'elle contacte un des bons avocats. Elle va sur Internet, il y a des collectifs qui se battent sur ce point-là. Elle peut trouver des gens qui vont porter le combat pour elle, pour qu'elle réussisse justement à s'en sortir. Oui, parce que face à parce que c'est une barbarie, on doit être barbare face à cette barbarie-là. C'est inacceptable que les gens viennent désosser nos traditions, notre vécu multimillénaire. Les gens viennent remettre en question les jalons et les piliers de ce qui nous a rendus équilibrés, qui nous a permis de rester des personnes équilibrées, et croire qu'on va le laisser comme ça. Non, non, non. On va se lever comme un seul homme pour barrer la voie à ces gens-là. Alors, Charles Amel. Monsieur Eric Fopoussi, c'est la fille là qui a le problème. C'est la fille là. Quel problème est là? Quel problème? Oui. L'argent. Non, mais on a commencé par là. C'est l'argent, monsieur Eric Fopoussi. Vous savez, si c'est Charles Amel qui drague une fille, elle va me torcher. Elle va me torcher partout. Et vous regardez là, de mes cheveux, ça les soulever de la tête jusqu'à les fouiller. Monsieur Eric Fopoussi, le principe d'une relation sur Internet, sur Facebook, tout là où vous voulez, voudrait que les deux enquêtent. Oui. Je suis votre ami. Il faut que je connaisse quels sont... Bon, vous voyez aujourd'hui, quelqu'un te demande l'amitié sur Facebook, tu acceptes. Il peut fonctionner avec les terroristes. bien sûr. Il peut fonctionner parce que tu deviens l'ami de son ami et l'ami de tous ses amis. Tu ne sais pas jusqu'à quel degré le gars est engagé. C'est la raison pour laquelle vous voyez de nombreuses personnes qui vont demander le visa, on les refuse. Parce qu'on parle de complicité terroriste. Vous êtes amis avec des gens qui sont en hostilité à la patrie, monsieur le Fopoussi. C'est compliqué. Donc, vous sortez avec quelqu'un, allez sur Facebook. Commencez à le suivre. Vous fouillez ses amis. Vous fouillez les amis de ses amis. Vous enquêtez. Vous suivez jusqu'à ses commentaires, monsieur le Fopoussi. J'ai le temps là. Oui. J'ai le temps, je le suis jusqu'à ses commentaires. Pour savoir quel est le type de commentaire que la personne fait. C'est important. C'est important, monsieur le Fopoussi. À chaque modèle, ses règles et ses suites. Oui. Vous avez beaucoup de gens aujourd'hui. D'abord, la majeure partie de certains patrons d'entreprise se transforment sur Facebook. Par exemple, vous voyez, il prend la photo d'un yacht, il vous demande l'amitié, vous acceptez. Mais le gars vous suit. Il vous suit, il sait ce que vous faites. D'autres viennent à visage de mais c'est important. C'est très important. Voilà la première erreur. La deuxième erreur, cette fille a coupé ce gars de toute la famille. Vous savez ce qu'on appelle l'enquête de moralité dans une famille, monsieur le Fopoussi? Ça dit, vous arrivez, vous sortez de l'Europe et tout, la fille dit, voilà mon père. Tu pars t'asseoir avec le vieux. Il t'envoie 3 questions. Causerie, derrière là, devant même bien 3 questions vivantes, monsieur le Fopoussi. C'est déjà qui vous êtes. Dès que vous commencez à faire 1, 2, 3, Il vous a lu. il vous a lu. Ça, c'est clair, monsieur le Fopoussi. Vous avez la maman. On observe jusqu'à comment vous posez les pieds. Comment il utilise la Comment, oui, c'est ça l'enquête de moralité. La façon de croiser les pieds. Votre gestuelle. Votre gestuelle. On va jusqu'à votre gestuelle. Quand on prend, on dit que mais tu n'as pas remarqué qu'il a un peu de comportement de femme. C'est des choses qui viennent, monsieur le Fopoussi. Oui. Il y a la famille. Il y a les frères. Ou quand le gars arrive, il va chercher à causer avec la grande soeur causer. C'est ça. Maintenant, il y a les tantes dans les familles qui vont de l'autre côté, qui traversent l'eau comme on dit. Maintenant, ils vont voir le gars bien d'étape. Un gars qui est en train d'arriver là. Qu'est-ce qui nous dit que le cœur du gars là n'est pas noir? Elle va comme ça dans 6-7 maisons. On dit c'est bon. Elle rentre, dit de l'autre côté c'est bon. Voilà, il y a tout un autre mécanisme avant qu'on dise oui. Oui. Avant qu'on dise oui. Non, mais il faut dire ça aux gens. Oui, non, il faut le dire. Avant qu'on dise oui, monsieur, il faut pousser. La fille a coupé tous les ponts. Première chose, le gars en Europe. La fille devait commencer à réfléchir. Le gars en Europe. Toute personne qui est en Europe, lorsqu'il laisse une fille, voudrait qu'elle vive dans sa famille. Pour la contrôler. Mettre sur pied les mécanismes de contrôle. Qu'est-ce que lui fait? Il isole. Non, non, tu ne restes pas chez vous là. Prends-toi une maison. Je paye la maison. Tout. J'assume le cadre. Non, c'est Donc, ça il a isolé sa mauvaise foi.
Mais oui, il l'a isolé de la famille. Mais vous savez, le lion, le prédateur, quand il va attaquer, il isole la proie du groupe. C'est le principe d'attaque des prédateurs, il isole la proie du groupe. Ce n'est pas qu'ils vivent dans le même pays, lui il est loin. Or, il doit se rassurer que je contrôle cette fille. Il n'est pas intéressé. Donc, il isole la fille. Le gars n'était pas la fille, la famille devait commencer à comprendre que ici, là, il n'a pas épousé, il isole la fille, c'est compliqué. Quand le gars vient décider donc d'organiser, lors des assises, donc je crois, monsieur Fopoussi a eu trop de légèreté. La famille a usé le trop de légèreté. Aujourd'hui, elle est privée de son enfant. Ça suppose que sa propre famille, la fille doit commencer par martyriser la famille ici. Du gars. Plainte sur plainte, plainte sur plainte. Ils vont tourner au parquet, au tribunal. Qu'elle commence à martyriser la famille du gars ici. La famille du gars. La famille va dire la vérité parce qu'ils savent comment subitement les gars qui sont impliqués dans un mariage, les familles qui sont impliquées dans un mariage, les téléphones ne passent plus. Dans votre avis. Donc tous, les téléphones ont choisi là de se couper, c'est parce qu'ils savaient. Et il y a des familles qui connaissent que leur fils a une mauvaise orientation sexuelle. Il y a des familles qui savent et qui protègent tellement bien. Et elles cachent. Oui. Elles cachent. Mais monsieur, il faut pousser. La famille là savait que le gars avait besoin d'un enfant. Que sa relation allait se gâter parce qu'il ne parvenait pas à avoir un enfant. Il fallait un enfant pour solidifier. Je termine avec cette parole du cardinal argentin qui avait dit prenez 40 hommes. Vous jetez sur une île. Vous prenez 40 personnes de même sexe, avait-il dit. Vous jetez sur une île. Vous prenez 40 personnes de sexe différents. Vous jetez sur une autre île. Vous revenez 20 ans après. Là, vous avez jeté les gens de sexe différents. Il y aura les fleurs, il y aura de l'eau, il y aura la vie. Mais de l'autre côté, ce sera des vieilles personnes que vous allez trouver, croulant, même pas l'espoir d'une vie, pour démontrer que ça, excusez-moi l'expression, on est du mauvais côté de la plaque. Alors, merci infiniment, Charles Abel. Merci beaucoup, parce que votre discours ce matin, je le suppose, comme toujours, il y a des bien-pensants qui vont s'asseoir sur Twitter, Facebook et qui nous regardent et qui vont dire que ils ont proféré des propos homophobes. Je l'assume. Je l'assume. Oui. Je l'assume parce que je suis traditionnaliste. Je l'assume. Absolument. J'assume mes propos. Parce que j'ai le sentiment d'ailleurs, et je le sens dans les milieux de la presse, j'ai le sentiment que les gens ont peur. Non, j'ai le sentiment que les gens ont peur d'affirmer que l'homosexualité est une mauvaise chose. Les gens prennent ça avec beaucoup de peine. Et en fait, du politiquement correct, les gens ont peur. C'est vrai qu'il y a des lobbies, ils ont des lobbies puissants, mais il ne faut pas qu'on laisse ces gens-là venir nous embrigader, quels que soient nos intérêts là-dedans. Alors, Karine, votre propos, vous aussi. Oui, par rapport à ce sujet, quand même, il y a deux faits qui sont en train de se mélanger, de devenir un. Le premier fait, c'est déjà les relations à distance liées à Internet, et le deuxième fait, c'est l'enlèvement de cet enfant. Par rapport au premier fait, je vais dire que on a affaire quand même à une fille désespérée qui, dans ses relations, n'a peut-être jamais pu trouver ce qu'elle recherchait et qui a pensé l'avoir trouvé dans ce Bernard, qui a utilisé de sa bonne ruse pour pouvoir l'amadouer. Et malheureusement pour elle, elle en est tombée enceinte. Je ne sais pas si c'était un enfant programmé des deux ou c'est un enfant qui est arrivé accidentellement. Parce que lorsqu'on observe, on voit que le gars a utilisé le mariage parce qu'il y avait déjà l'enfant. Donc, ça allait être une bonne question. C'est-à-dire que quelqu'un vous demande en mariage parce qu'il y a déjà l'enfant, juste pour vous dire que je vais vous sécuriser. Généralement, les jeunes filles s'engagent dans des relations avec tellement le but du mariage qu'elles oublient qu'il y a des fondements à construire. Puisque le gars est physiquement bien, ça va, il peut être un bon époux. Et elles ne cherchent pas à savoir qui il est, comment il fait, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je pense que même quand quelqu'un a une mauvaise pensée de vous, même quand quelqu'un est votre ennemi et qui s'assoit avec vous en essayant de jouer au beau et au bien, vous faites tout quand même pour découvrir le mauvais côté de la personne. Et je pense qu'elle n'a jamais cherché à le savoir. Et vous savez, les sociétés occidentales sont tellement individualistes qu'on réussit à donner une raison à la base du changement ou encore de l'orientation sexuelle. On vous dit que chaque individu est capable de choisir son orientation sexuelle.
Que l'enfant grandisse avec un homosexuel ou deux parents de même sexe ou pas. Ça, c'est comme ça qu'ils expliquent ça. C'est du pipeau, ça. C'est comme ça qu'ils expliquent ça. C'est du pipeau. C'est pour vous dire que quand il enlève cet enfant, oui, pour lui, c'est un enfant comme tous les autres. Et pourtant, non, nous savons tous que cet enfant ne sera plus jamais le même. Et moi, c'est l'avenir de cet enfant qui me fait mal. Parce qu'on a affaire à un enfant qui est né en Afrique, qui peut-être a commencé à manger telle chose et telle chose, qui a commencé à vivre une certaine réalité ici, qui va aller de l'autre côté, se lever le matin, appeler papa, et l'autre appelait papa. Ouais, papa et papa dormir dans la même chambre. Se lever le matin, papa bonjour, papa accompagne-moi à l'école, papa accompagne-moi. Vous voyez, deux papas pour un enfant qui en principe devrait grandir dans une famille. Mieux vaut grandir avec une maman que de grandir avec deux papas. D'accord. Ou grandir avec son papa aussi, c'est possible. Son papa, lui. Alors moi, je voudrais vous dire une chose. Il y a un groupe d'individus sur notre terre-ci qui ont décidé d'asexualiser les êtres humains. Ils ne veulent plus qu'il y ait du genre, qu'il y ait des hommes et des femmes. Ils veulent qu'on confonde les hommes aux femmes. Ils veulent enlever toute spécificité au genre. C'est pourquoi vous voyez les ONG vous disent l'approche genre. Ils vont nous trouver. Oui, ils ont des concepts très malicieux derrière des combats, on va dire, parce qu'ils masquent ça avec des combats, parfois on va dire, parfois des combats juste où ils disent non, il faut limiter les abus, il faut faire ci. Derrière tout ça se cache ce projet d'asexualiser les êtres humains. Il faut faire attention à cela. On va s'arrêter là, on lira les messages en deuxième partie. Voici, madame, monsieur, la colère de Charles Hamel qu'on a dans un court instant. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du paquet minimum dans les établissements scolaires de ce pays. On parle du paquet minimum. Qu'est-ce que c'est que le paquet minimum? Et comment est-ce qu'on en est arrivé à cela? Telle est la question que se posent désormais tous les responsables d'établissements scolaires. Comment comprendre qu'on démarre la rentrée sans le paquet minimum? Comment comprendre les multiples retards observés à chaque rentrée scolaire? Comment comprendre que même remis aux responsables d'établissements publics, ce fameux matériel ne réussit toujours pas à satisfaire aux besoins des enseignants? Voilà des établissements scolaires à l'extrême nord. Et aussi attendre le paquet minimum. Vont-ils recevoir le paquet minimum? Telle est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Parce que ces écoles sont abandonnées. Il n'y a pas de tableau noir. Il n'y a pas de chaise. Il n'y a pas de craie. Il n'y a pas de registre. Il n'y a rien pour permettre à l'établissement de fonctionner. Comment comprendre que sur près de 60 articles qui constituent le paquet minimum, regroupé en plusieurs catégories: matériel administratif, matériel pédagogique, matériel sportif et matériel pharmaceutique, moins d'un dixième réussit à être donné au directeur d'école. Hier encore, je discutais avec un directeur d'école qui m'a fait comprendre que l'infirmerie n'existe pas. Parce que dans le paquet minimum qu'on envoie, il n'y a rien de pharmaceutique. Un sparadrap rouleau, un peu d'alcool, la bétadine et le coton. Point final. Un enfant qui se plaint de maux de tête, on calme comment? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Savez-vous que certaines écoles ont reçu 2 flacons d'alcool, celle d'Aqua, 6 cahiers, 5 boîtes de craie, 4 correcteurs seulement pour celles d'Aqua qui ont réussi à se battre pour attraper et puiser la main dans les fonds de la PEE. Savez-vous que l'argent prévu pour le paquet minimum, estimé à 9 900 000, ne représente absolument rien? Exemple, si l'on prend cette somme après avoir retiré les taxes et fait d'autres prélèvements, et que vous divisez cela par 35 écoles,
chaque école aura moins de 250 000 francs CFA. Est-ce suffisant? Comment comprendre que dans la procédure de passation de marché public, l'autorité contractante est représentée par le délégué départemental des marchés publics, puisque c'est le ministère des marchés publics qui lance l'appel d'offres et qui choisit l'entreprise qui gagne le marché. Le maire est cependant le maître d'ouvrage, tandis que l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base assure l'attribution du marché. Regardez vous-même la complexité de cette histoire de paquet minimum. Savez-vous qu'entre l'établissement par le ministre de l'Éducation de base, au travers d'un arrêté de la nature et la composition des matériels et fournitures scolaires octroyés aux écoles bénéficiaires et la réception du marché en passant par l'appel d'offres, il se passe des mois et des mois. Conséquence, les enseignants ne reçoivent le paquet minimum généralement qu'au deuxième trimestre, parfois au troisième trimestre. Savez-vous que certains directeurs d'écoles sont obligés de plonger la main dans les frais d'APEE pour acheter des registres et des manuels d'enseignement, histoire de démarrer l'année scolaire? Savez-vous que la bibliothèque même de l'enseignant, le livre de l'enseignant n'est plus disponible? Savez-vous que bon nombre d'enseignants sont obligés de demander à chaque élève, dites à papa et à maman à la maison qu'il nous faut la craie, il nous faut les registres, il nous faut aussi. Voilà le parent qui cherchant à payer, se retrouve à faire le paquet minimum de l'enseignant. Conditions, causes et effets. Et ce sujet sur le paquet minimum peut nous faire mal sur ce plateau, puisque au-delà des conséquences sur le plan éducatif, il y a que c'est l'un des cas qui montre que la politique mise en place au Cameroun pour effectuer la décentralisation a complètement échoué, et ça raye justement tous les efforts qu'on peut entendre ici et là sur cette décentralisation-là et sur comment les communes qui ont une part de responsabilité dans cette gestion-là se retrouvent. L'imbroglio est encore plus fort lorsqu'on regarde le rôle que peut jouer le ministère de l'éducation de base avec les différents délégués régionaux et départementaux. Et vous savez que avec les réformes qu'il y a eu au Cameroun, le ministère des marchés publics a été donc a eu l'exclusivité de passer les marchés publics, malheureusement. Donc dans ces multiples acteurs qui se retrouvent autour de cette question du paquet minimum, on va retrouver des conséquences massives. Où va donc l'argent de ce paquet minimum et pourquoi il y a autant de freins, comme vous le dites, et c'est important parce que beaucoup d'enseignants qui nous regardent maintenant doivent être très très contents de cette question. Beaucoup de directeurs d'école également doivent être contents, même si parfois eux aussi ils ont leur part de responsabilité parce que beaucoup en ont fait aussi leur vache à lait lorsque ça arrive. Donc il y a une chaîne énorme et à chaque niveau on peut retrouver de la responsabilité, mais la conséquence, comme j'ai dit, est que au final on peut s'inquiéter de comment les cours sont dispensés à nos enfants, les conditions dans lesquelles les cours sont dispensés à nos enfants et surtout leur épanouissement au sein de l'école en réalité. Donc on va tenter de comprendre le pourquoi du comment de cette thématique ce matin avec vous, Boro Bengan. Oui, il y a, je pense, deux choses fondamentales. La première chose, c'est la navigation à vue de politique liée à l'instruction dans notre pays. Quand je dis navigation à vue, vous ne pouvez pas me dire quelle est même l'orientation qu'on en a donnée. Vous savez, à l'école primaire et maternelle, on vous disait qu'on va éliminer le Mamadou Ebineta, la méthode syllabique. On revient à la méthode générale. C'est-à-dire, on peut dire Tamo va à l'école, mais il ne saura pas écrire Tamo va à l'école. Après, on est encore revenu. Première chose, donc on ne sait pas ce qu'on fait de l'instruction de nos citoyens, de nos enfants. Deuxième chose qui est liée à la politique que nous avons laissé imprimer par ce que nous appelons à tort les partenaires au développement. Lorsque l'UNESCO elle-même s'aligne avec tout le système des Nations Unies pour demander au démantèlement du service public partout, on a donc abouti à cela. Donc la conséquence, c'est ce que Charles Amel nous fait montrer aujourd'hui. D'abord les images. Est-ce que ces images que nous avons obéissent à ce qu'on appelle l'école?
Ou alors c'est ce que nous on faisait à notre époque, l'école sous l'arbre. Mais nous, quand on allait à l'école sous l'arbre, on ne cherchait pas à être ingénieur ainsi, on ne cherchait pas à devenir même policier ou à la limite, on se limitait à pouvoir dire la messe parce qu'il fallait lire la Bible. Parce que quand on voulait nous amener dans des choses pareilles, il fallait encadrer l'enfant pour les catéchèses et tout ça. Donc, nous sommes encore au Cameroun au niveau de l'école sous l'arbre. La preuve, vous avez tout un ministère qui s'appelle l'éducation de base. Donc, en fait, c'est de manière gentille ou alors de manière politique qu'on a parlé d'éducation de base. Et c'est pourquoi je le dis, parce que la dite éducation de base a été transférée aux collectivités territoriales décentralisées sans les moyens. Ça veut dire que nous avons accepté que nos enfants, dès la maternelle au primaire, ne doivent pas être instruits. Voilà. Instruits. La preuve, on aurait dû, dans le budget qui constitue l'éducation de base liée à cela, on a 360 communes. Avec la carte scolaire, chaque commune peut compter le nombre d'établissements publics maternels et primaires qu'il y a dans son territoire. Et si on lui envoie ce maire, par exemple, l'année scolaire est bien calibrée. On sait que les enfants, dès qu'ils présentent le concours d'entrée en 6e, quelquefois même c'est avant la fête du 20 mai. Donc l'année est presque terminée. On connaît le nombre de ces établissements. On envoie cet argent au maire en question, 360 communes au Cameroun. Je pense que la répartition n'est pas compliquée, même pour nous qui n'avons pas atteint nous n'avons pas fait les grandes mathématiques. Donc, si le maire reçoit ces 10 000 francs pour ces 20 écoles primaires et 10 écoles maternelles, il saura que voilà, nous avons de 10 000. Le ministère a transféré. On parlait souvent de transfert des ressources. C'est comme ça que vous appelez ça, non? Transfert des ressources. Bon, 10 000 francs pour mes 10 écoles. Il va donc soit mobiliser les trucs, soit. Mais on attend. Jusqu'aujourd'hui, la répartition n'est pas encore faite. Donc, le ministère de l'Éducation de base est encore là. Il va commencer à envoyer un crayon à billes bleues, un crayon à billes rouges, plus un paquet de craies si c'est possible. Dans certains, il n'y en aura même pas. Donc voilà dans quelle situation on est arrivé. Nous avons pris l'engagement de tuer l'instruction. Et ne soyez donc pas surpris qu'on aboutisse à ce que Charles Hamel disait, que les gens peuvent venir en bande armée à Douala, commencent à attaquer les gens. Malheureusement, nous sommes en plein dedans. Malheureusement, nous sommes en plein dedans, trempés et mouillés jusqu'aux os. Alors, Dominique Audrey, votre lecture. Ouais. Je me dis qu'on arrive à cette situation-là de recevoir le paquet minimum après le début de l'année, certainement parce qu'on a l'association des parents, élèves et enseignants qui est là, qui finance. Peut-être on est face à un gouvernement qui démissionne parce qu'on sait que les parents se mobilisent à travers l'APE pour régler un certain nombre de problèmes. Mais c'est incongru. C'est incongru parce que on ne peut pas demander aux enseignants qui n'ont pas d'abord un salaire assez reluisant d'acheter des registres ou bien des stylos à billes ou bien des rames de papier. Forcément, ce sont les élèves et leurs parents qui vont en pâtir. Je ne sais donc pas pourquoi. J'ai lu un article où on disait que c'était les maires, on avait octroyé cette responsabilité aux maires et que si ça ne se faisait pas, ils avaient le devoir de faire la remontée, de remonter vers leur hiérarchie pour dire que ça ne se faisait pas. Mais logiquement, on doit organiser les choses. Quand on parle d'une rentrée effective dans un pays, c'est parce qu'on s'est assuré que tout va acquis de droit. On s'est assuré qu'on a envoyé telle chose dans les zones. C'est généralement dans les zones reculées que ce problème est plus criard, c'est plus visible là-bas. Donc maintenant, d'abord, de toutes les façons, on va demander aux gens d'envoyer, on va leur demander d'envoyer des rames de papier quand les écoles n'ont même pas de bancs, quand on n'est même pas sûr d'avoir des enseignants dans ces écoles-là, ou bien on a fait les écoles avec des piquets. C'est se moquer de nous. En tout cas, ce qui est certain, c'est, on va dire, la preuve ici de la mécanique qui est rouillée de la décentralisation au Cameroun, puisque on a un tout petit peu jeté les maires à la vindicte populaire avec cette mauvaise décentralisation. Alors, Karine.
Quand c'est pour les choses de financement et tout ça, c'est là où on se rappelle qu'il y a une décentralisation au Cameroun. On parle des maires. Et pourtant, pour lancer les débuts d'année scolaire et autres, c'est le gouverneur ou le sous-préfet qui va souvent dans ces arrondissements-là pour lancer les années scolaires. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais au lycée, c'était le sous-préfet de la 5e qui venait à chaque fois lancer le début de l'année scolaire. Mais par rapport à ce qui concerne le paquet minimum, vous voyez vous-même que lorsque vous arrivez dans nos salles, dans nos écoles, dans nos lycées aujourd'hui, ce n'est plus comme avant, lorsque une année commençait, on refaisait les peintures, au moins, ou on essayait de refaire les petits tables bancs qui sont cassés avant que les élèves n'entrent en classe. C'est parfois au 2e trimestre, 3e trimestre, quand on constate que les bancs sont vraiment très endommagés, qu'on commence maintenant à punir un élève qui va venir à l'école avec des sacs de ciment, punir un autre élève qui a escaladé à venir en classe à confectionner une table banc pour l'école. Vous voyez que ça pousse les directeurs ou encore les responsables des établissements secondaires et même primaires de l'État à devenir même des chasseurs pour les enfants. Parce qu'un enfant aujourd'hui qui va à l'école, il doit garder la boîte de craie de la maîtresse ou du maître. Moi, je me rappelle lorsque j'étais à l'école publique, notre maîtresse, elle nous faisait, chaque rangée venait son mois avec sa boîte de craie. Donc, chaque rangée avait sa boîte de craie à chaque mois. Donc, à chaque fois, elle ne manquait pas de craie. Et ça, c'est à quoi on réduit notre enseignement. D'accord. Madame, monsieur, merci de rester avec nous sur la chaîne de télévision la plus suivie au Cameroun en ce moment et dans la sous-région Afrique centrale. À tout de suite. Plateau du 10-12, le Zénith. Madame, monsieur, pour ce jeudi, nous sommes le 5 septembre 2019. Pour cette émission, vous le savez, nous vous accompagnons de 10h à 12h. Et pour cette deuxième partie qui commence à l'instant, on va lire quelques messages. On n'a pas beaucoup lu, ou on n'a pas lu, surtout de messages en première partie. Excusez-moi. Donc, Karine, allez-y. Moi, c'est Marie-Gertrude à Koptamo. J'ai suivi avec intérêt l'histoire racontée. Déjà, j'aime pas les relations trouvées honnêtes car la moralité sincère de quelqu'un se révèle parfois dans son apparence, son parler physique, le face-à-face. Bernard a vraiment été assez rusé. Je dirais que la fille en question s'est vraiment laissée berner et emballer. Nos sœurs se disent toujours qu'avec l'homme blanc, c'est garanti. Pourtant, non. C'est pourquoi au Cameroun, il y a un grand travail à faire pour réduire, on va dire, les disparités en termes économiques qu'il y a au Cameroun, parce que vous voyez très bien que nous avons de nombreuses personnes qui vivent dans le besoin, dans l'extrême pauvreté, et qui se laissent ainsi emporter. Si chacun pouvait trouver sa voie au Cameroun, personne ne rêverait, du moins avec autant de passion, d'aller en Europe trouver l'Eldorado, le bonheur, comme on dit parfois. Oui. De nos jours, nos filles sont devenues trop légères devant les benguistes, car ces derniers laissent croire aux filles rêveuses qu'ils sont dans un Eldorado et très souvent dans leur projet réel, ils vous piègent pour se satisfaire dès qu'ils sont au pays et après, basta. C'est pas trop de Ndorbon qui nous écrit ce matin. Dominique Audrey appelle ça les bouillons de cuisse. Ouais. Voilà. Expression consacrée et assermentée. Comment appelle-t-on l'homosexualité en langue maternelle africaine? Sorcellerie. Ça n'existe pas chez nous. Wabo Serge Abafoussam. Merci Wabo Serge, merci infiniment. Il n'y a que vous. C'est intéressant. C'est important de dire ça aux gens, de porter ce combat. C'est un grand combat. La révolution est en route. Et surtout, qu'on ne vous trompe pas en vous disant que l'homosexuel a ses origines en Afrique. C'est faux. C'est archi faux. Je vous dis, tout garçon qui avait un comportement efféminé, quand on te circoncis, on observe, tu n'en as pas de truc, on t'amène chez les Ngambi, on observe et tout, on t'amène pour te recycler, on te mène pour que effectivement plus que... Et après, si ce n'est pas bon, on te castre. Voilà. On te castre, simplement. On t'oriente vers d'autres. Il y a beaucoup de travaux, de paramilitaires et tout. Vous devenez d'abord un bon soldat ou un bon guerrier. Ou un bon chasseur. Il faut dire que ça commence à l'enfance. C'est pour ça que la mère, lorsqu'elle lave le garçon, l'enfant mâle, elle a un jeu qu'elle fait au niveau des testicules, les testicules de l'enfant.
Si elle ne ressent pas cette virilité-là, on commence là, le traitement, et on suit l'enfant. Donc, je voulais juste appuyer pour dire que mon boc était arrivé, mais ça démarre au niveau de l'enfance. L'enfant est dans la bassine. Elle joue avec jusqu'à ce qu'elle voit le mouvement érectile de l'enfant. Et surtout, évitez que votre lait maternel ne tombe sur le texte de l'enfant mâle. Voilà. Il faut absolument éviter. Il faut même pas inadvertance. Il faut éviter que le sein, le lait du sein, tombe sur comment on appelle ça? Le sexe de l'enfant mâle. On dit souvent ça comment? Vous savez que la pudeur nous impose. Nous sommes un tout petit peu puritains, comprenez-nous. Hein, nous sommes pas. Moi, je ne suis pas comme Dominique Audrey. Je me suis inscrit à son école, mais j'arrive toujours pas. Je suis un élève, un très très mauvais élève. Je serai votre répétition. Voilà. Allez-y, Karine. Ce que dit Charles Hamel est valable pour les parents qui ont encore leur dignité face à l'argent d'un benguiste. L'Occident va vers la perdition et veut emporter le monde avec elle. Malheureusement, la mauvaise gouvernance va nous mettre en une posture de capitulation. Emmanuel Ayaoundé, voilà, qui nous écrit très ce bien. matin. Il y a tellement de contradictions dans cette affaire, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Il y a tellement de contradictions. Et vous savez, ces gens-là sont les personnes très intolérantes. Hein. Je vais vous dire, c'est des personnes d'abord qui sont très violentes. Oui. Ces personnes homosexuelles sont très violentes. Et ces personnes sont toujours sur la réaction. Ça veut dire que vous dites quelque chose d'assez simple. Elles sont très susceptibles, merci pour le mot Karine, elles sont très susceptibles, elles sont violentes et vous imaginez la manière avec laquelle ces gens-là vous répondent et vous accusent d'homophobie, vous posez des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Donc il faut qu'on ait beaucoup de courage, de témérité pour barrer la voie. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en marche de la société. C'est comme quand un bandit, il est un bandit, elle est un brigand, elle a toujours envie de savoir que, bon, est-ce qu'on m'accepte, est-ce qu'on va, ils savent eux-mêmes qu'ils sont en marche de la société et c'est pour ça qu'ils forment donc un lobby pour pouvoir s'imposer et pas s'imposer par la violence, par des trucs, et on apporte des termes, homophobie, oui, on accepte, on est homophobe, si c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Nos enfants sont exposés à travers les programmes à la télé, les dessins animés vraiment. Oui. Ça commence et ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que dans certains milieux, ces gens-là vous conditionnent pour atteindre certains postes de responsabilité. Ces gens-là vous conditionnent pour accéder à une forme de grandeur sociale et en font un chantage, vous font un chantage parfois. Et je comprends pourquoi beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent parler parfois de cette question, font semblant, essaient un tout petit peu d'arrondir un peu les bords pour ne pas se mettre à dos cette communauté-là. Je l'ai dit encore, on doit être ferme et téméraire. Allez-y, Karine. Oui, concernant l'histoire du jour, je peux dire l'Africain est victime de Internet où on utilise le net là à l'envers. Par rapport à l'homosexualité, le blanc veut abattre la culture africaine. Je m'incline à la loi de Lehman qui dit expulsion entre les mêmes pôles, nord-nord et sud-sud, de la part de Boukari Babso à Yaoundé, Université Yaoundé 1. Maintenant, on va prendre quelques messages par rapport à la colère de Charles Hamel. On ne peut qu'attendre l'émergence 2035. Peut-être à ce moment-là, tout ira déjà mieux. C'est de la part de Willy depuis Ndokpassi à Village. Alors, Charles Hamel, sur cette question du paquet minimum, on a essayé de défricher quelques pistes. Mais qu'est-ce que vous dites? Nous sommes dans un désordre infrastructurel qui ne dit pas son nom. Pourquoi cela ne dit pas son nom? Parce que chacun veut se faire une poche où il va grignoter lui aussi sa part du gâteau, où lui aussi va se sentir à l'aise. Vous avez les inspecteurs d'arrondissement qui ne se gênent pas à ponctionner dans cet argent, à choisir qui va percevoir et qui ne va pas percevoir. Je vous demande d'aller tout simplement à Dibombari, faites un tour à Dibombari, discutez avec les directeurs d'école de Dibombari, ils vont vous dire que ça remonte à Matousalem, qu'ils ont reçu. Allez ici à Mbongo, à Piti, Dibamba, allez poser la question. Ne vous contentez pas dans la ville de Douala. Douala, c'est rien. Allez dans les périphéries, allez dans des villages. Vous allez à Guinadji, dans la zone de Guinadji, allez poser les questions. Ça n'existe pas, monsieur Nifopoussi. Regardez la chaîne.
il faut que ça passe par le délégué départemental des marchés publics. Le délégué départemental voit le maire est maître d'ouvrage. Après, le maire qui est maître d'ouvrage, il faut que ça arrive à l'inspecteur d'arrondissement. C'est lui qui va planifier. Non, arrêtons un peu ça, monsieur, il faut pousser, arrêtons ça. Faites le tour. Moi, je me suis baladé dans certains établissements scolaires. Vous discutez avec un enseignant qui vous dit vraiment, si les parents ne viennent pas avec, si les parents ne donnent pas chacun deux morceaux de craie à l'enfant, je vais faire comment pour m'en sortir? La maîtresse vient le matin avec la craie, avec un nylon. Tous ceux qui sont venus avec 2 morceaux de craie, on m'a à l'intérieur. Celui qui n'a pas mis, on lui demande d'aller s'asseoir au fond. Il n'a pas le droit de s'asseoir devant. Les registres de classe, il faut attendre. Quand ce n'est pas ça, on dit à vos parents, il faut faire venir tel ceci, il faut cotiser pour cela, il faut cotiser pour le balai, il faut cotiser. Mais à la fin, le parent se retrouve asphyxié et on se demande, mais on va où? Vous avez d'un autre côté l'APE, qui est la propriété exclusive du proviseur, du directeur d'école, de X ou de Y, avec des taux vraiment à l'emporte-pièce. Vous vous demandez donc, l'école aujourd'hui, la gratuité, c'était dans quel sens? Elle visait quel côté? Cette histoire de la gratuité. Le paquet minimum, vous allez à Bakassi, les gens de Bakassi n'ont pas reçu le paquet minimum. Vous allez ici à EDEA, EDEA n'a pas encore reçu le paquet minimum. C'est des années. Les gens se disent, ok, on va faire comme ça, on va faire avec. On voit l'inspecteur d'arrondissement, allez voir le délégué départemental. Vous allez voir le délégué départemental, allez voir le délégué régional. Non, cette histoire est devenue compliquée. Vraiment patientez, débrouillez-vous à l'école. Voilà, nous sommes dans un système de débrouillardise où vous vous rendez compte que les gens qui veulent tout faire pour travailler, enseigner, donner de l'éducation, se retrouvent coincés par cette même administration qui dit qu'elle est là pour faciliter, qui est là pour mettre tout en moyen. Allez à Tigaza, allez à Ngalemendouga, allez ici à Angosas, ou à Bonis, ou à Bomban, ou à Yos, vous allez vous rendre compte que là-bas, l'existence du paquet minimum, c'est un leurre. Donc, pourquoi avoir instauré la question du paquet minimum si jamais, jamais et au grand jamais, les conseillers ne vont l'avoir? Mais j'aimerais vous entendre, Chalamel, sur la question et la responsabilité des maires. Je vous en prie. Monsieur, il faut pousser, tu peux vous dire qu'il y a des mecs qui prennent sur eux de décaisser de l'argent sans attendre le paquet minimum. Oui, il y a d'autres qui disent, si ce n'est pas venu, je ne prends pas. Si ce n'est pas venu, ne venez même plus dans mon bureau. Tant que c'est venu, le jour que ça va venir, je vais vous appeler. Ça représente d'abord quoi? Mais il y a des collectivités où les maires prennent sur eux en disant, on ne va pas attendre, l'administration ne viendra pas. Ils ont des petits taxes qu'ils créent à gauche et à droite. Ils enlèvent, ils prélèvent un peu pour s'occuper. Donc, je tire un coup de chapeau à tous ces maires qui sont quand même soucieux de cela. Mais pour les autres qui n'ont pas, à l'impossible ne l'est tenu, monsieur Rifo. Voilà bien ce qu'on disait ici. C'est, on va dire, l'expression ici de l'échec de la décentralisation au Cameroun. Ça veut dire qu'on a fait un transfert de compétences sans ressources, malheureusement, au final. Mais dit que le paquet minimum est essentiel. C'est inéluctable si on veut avoir de bons résultats. Monsieur Eric Fopoussi, savez-vous qu'il n'existe pas de livre d'enseignant? Le livre d'enseignant. Vous savez qu'il y a eu certains pays où c'était la Banque mondiale qui finançait ce projet. Il y avait des bibliothèques où on retrouvait les livres. Les bibliothèques ont disparu depuis l'arrivée du livre unique. Depuis l'arrivée du livre unique, il n'y a plus de bibliothèques. Les enseignants font comme vous et moi. Ils se débattent. Parfois, un enfant vient avec le cahier, avec le livre, il dit, apporte-moi ton livre là. Oui. Là, il récupère le livre de l'enfant. J'avais dit à un enseignant, monsieur, il faut avoir l'esprit d'achat. Parce qu'il demandait mon livre de grammaire. Il prend le livre, il se met à apprendre. Il apprend, il lit pendant que les enfants sont à la récréation. Parfois, vous avez des maîtres qui disent à l'enfant, je rentre avec ton livre, je te le mets demain. Oui. Il rentre apprendre avec le livre pour venir enseigner. Mais oui, c'est ce qu'on fait, monsieur, il faut pousser. On va continuer à lire les messages sur cette thématique, Karine, je vous en prie, parce que on imagine bien les parents et les enseignants, ceux qui font le service des cas, qui sont à la maison actuellement, doivent également nous regarder et doivent vous dire des choses. Allez-y, oui. Les pouvoirs publics n'ont pas besoin que les Camerounais soient éduqués, juste détourner les fonds. C'est God Love de Mboko qui nous écrit. Lorsque nous allons inscrire les élèves, on paye des frais d'APE, puis les rames de papier. Où va donc cet argent? Si un établissement reçoit les paquets minimum à la fin de l'année, servira à quoi en ce moment? Toujours Stanis qui nous envoie ce message. Celui qui veut savoir où vont les rames de papier va se poster à Ange Raphaël à la fin du mois. Il va voir comment ça va arriver dans les tricycles. On va déposer que gars, le business est là.
on vient, on dépose, il compte l'argent, il récupère. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est là, Ange Raphaël, vous discutez là avec les gars qui font les photocopies. Ils vont vous dire que, gars, on est en train d'attendre, l'heure va sonner bientôt. Nous, on ne peut pas nous acheter chez les fournisseurs. On va venir nous livrer à 2500, 2500. Alors que vous, parents, on vous a poussé à acheter à 5000 francs des rames de papier. On vous a poussé à acheter à 3500 francs, 4000 francs les rames de papier. Parce qu'on s'est dit qu'on va faire des copies. Il faut pour vous informer à la maison que l'enfant va venir tel jour, pour vous informer que lors de la célébration, le 5 octobre, la journée de l'enseignant, gardez les enfants. On va vous signaler s'il y a n'importe quel problème. Alors que ces rames de papier sont revendus après. Ok, on va s'arrêter là hein, pour votre colère ce matin, Chalamel Mbachou. On va tout de suite basculer dans la chronique que gère Karine Sontia, c'est la revue des réseaux sociaux. Nous vous écoutons, madame. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on parle ce matin du Front citoyen, les partis politiques et organisations de la société civile camerounaise, tous solidaires à la décision du barreau national. De ce fait, les personnalités de la société civile ayant signé cette déclaration, parmi lesquelles Maître Alice Commettre, Charlotte Chakounté, Dr Ewane, Philippe Nanga et bien d'autres, ont tenu tout d'abord à rappeler les différentes violations de droits et autres abus subis à la fois par les avocats que par les détenus. La société civile a exprimé ses préoccupations quant aux détenus innocents de la lutte contre Boko Haram, les prisonniers arrêtés dans le cadre de la crise anglophone, les prisonniers arrêtés dans le cadre de la crise post-électorale et enfin des milliers de prisonniers maintenus en prison sans avoir été jugés ni condamnés. Voilà, Boro Bengan, comment vous trouvez cette initiative d'abord? Non, très bonne initiative. Je vous disais dernièrement, je pense lundi, que les avocats ont pris du temps pour annoncer ce qu'ils veulent faire. Là, ils ont pris du temps. Mais je ne les condamne pas pour ça. Je vois des hommes et des femmes soucieux que les affaires marchent. Ils ne veulent pas. Ils ne sont pas des va-t-en-guerre. Donc, ils croient, ou alors parce qu'il y a le comportement de certains magistrats quand même les amène à modeler un peu, à ramollir un peu leurs élans. Il y a certains magistrats qui ont un bon comportement, mais d'autres en revanche qui n'est pas du mais surtout la chancellerie qui ne fait rien. Et je pense que c'est ça qui a donné ce courroux. Peut-être aussi il faut repréciser les choses. Parce que j'ai vu là le REDAC, j'ai vu d'autres organisations de la société civile qui sont habituées justement à alerter l'opinion publique nationale et internationale sur les violations, sur tout ce qui a été dénoncé par les avocats. Oui, donc le Conseil de l'ordre est venu conforter ce qu'eux ils dénoncent quotidiennement sans être écoutés. Absolument. Ajouter à cela les autres qui ne sont pas dans les droits de l'homme fondamentalement, comme le Philippe Nanga, et voilà, justement, c'est venu que conforter. Comment, vous parliez de ça tout à l'heure en disant, comment quelqu'un dénonce un bandit et il est relaxé pour venir encore menacer le citoyen. Oui. Voilà. Et comment l'avocat, à ce moment-là, quand l'avocat lui vient voir son client, on le met en cellule, là où se trouve son client. Donc, il y a des types de comportements comme ça où le citoyen a bien envie de se reconnaître en sa justice. Et moi, la personne que j'interpelle sont deux. Le ministre en charge de la justice, garde des Sceaux, et le premier président de la Cour suprême. Parce qu'à chaque rentrée de la magistrature, vous entendez le discours du premier président de la Cour suprême qui condamne la justice dite privée, ce que nous appelons justice populaire. Mais que représente donc l'institution? On dit qu'à ce moment-là, est-ce que les magistrats respectent les avocats? Donc, s'il n'y a pas ce respect-là et la dignité du citoyen, parce que lorsque on va se retrouver face à l'injustice demain, c'est à ce moment qu'on comprendra. Donc, pour ces associations-là, ça me plaît, parce que elles ont choisi de vivre ça, et justement, ces associations ont été créées parce qu'il y a certains citoyens qui sont sans voix. Il faut donc porter leur voix dans la public, et je pense que tous les Camerounais, y compris même ceux du pouvoir, devraient soutenir l'action du barreau de Cameroun. D'accord. Daniel Mekobe-Sonnet, c'est le premier président de la Cour suprême et le ministre d'État en charge de la justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Voilà, c'est bien connu. Et puis, il faut dire que le SDF, par la voix du député honorable Jean-Michel Lithieu, a réagi et demandé aux magistrats de s'associer
à cette action de dénonciation des avocats du Cameroun. Absolument, oui. Il faut dire que les magistrats, malheureusement, au Cameroun, n'ont pas le droit de se constituer en syndicat et donc de faire grève. Donc, il leur est interdit de faire ça, malheureusement. C'est aussi l'une des incongruités du système camerounais où on interdit aux gens de pouvoir dénoncer ci et ça, malheureusement. Alors, Chalamel, sur cette initiative du Front Citoyen, je rappelle, c'est un regroupement de partis politiques et d'organisations de la société civile camerounaise. Sur le plan de la forme, c'est appréciable. Sur le plan du fond, autant pour moi, c'est appréciable. Mais au niveau de la forme, vraiment, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps tout simplement parce que vous avez en face de vous des individus sous malentendants, muets, aveugles, autistes, insensibles, même sur la pompe, monsieur Eric Foposi. Je vous assure. Parce que regardez les multiples actions que Philippe Nanga a engagées de manière individuelle. Depuis combien d'années il se bat? Est-ce qu'il a entendu? Non. Vous prenez le rédac qui chaque jour monte au créneau. On ne parvient pas à rencontrer les jeunes. On est dans les commissariats, on est refoulé. Dans ce on est fait. Dans cela, on est fait. Les élections, on n'a pas pu. Elle est écoutée? Non. Au contraire, lorsqu'elle sort, il y a un des autres qui arrive pour dire, raconte des histoires. Elle s'associe avec les gens qui veulent déstabiliser le pays. Voilà des gens qui sont hostiles à la paix dans ce pays. Premier point. Vous avez Kawala qui a plusieurs organisé ces vendredis noirs. Les gens même se sont inscrits à la fête du vendredi noir. Jusqu'à ce que le noir s'est délavé, monsieur Eric Foposi, tous les noirs se sont délavés. Vous êtes fatigué. On revient avec le front. Oui. Ce qui vous avez en face. Je crois que des actions comme ça devraient être suivies, engagées. Quand vous avez des gens qui vous écoutent, mais vous avez des gens qui ont juré de rester insensibles au problème. Donc je dis, c'est un coup d'épée pour moi. C'est un coup d'épée dans l'eau. Mais ça ne sert à rien. Il faut toujours continuer. Espérons qu'un jour, mais pour le moment, monsieur il faut possible. Oui. Je vois rien. Donc on ne voit vraiment rien sur cette situation. Dominique Audrey, vous aussi, vous êtes pessimiste sur, on va dire, ce que va donner cette action? Non. On dit souvent ici que c'est par la révolution arrive par des crises. Si on a autour de ce front citoyen-là des populations qui fédèrent, si on a des gens qui fédèrent à ça, forcément il y aura quelque chose qui va changer. Moi je suis contente parce que pas forcément pour les autres objectifs de ce parti, mais je suis contente par rapport au fait qu'on parle des gens qui ont été incarcérés, condamnés et qui sont enfermés depuis sans jugement. Au moins pour ces personnes-là, moi je suis contente parce que quelque chose pourra être fait. Donc je ne comprendrais pas qu'il n'y ait pas de gens qui fédèrent à ça parce que ce n'est pas un projet politique. Il n'est pas question de personnes politiques là parce que n'importe qui peut se retrouver derrière les barreaux. Donc on devrait faire abstraction. Ça, c'est vous qui le dites, hein, parce que beaucoup de gens croient qu'ils sont intouchables. Jusqu'au jour où l'opération est perdue. Voilà. Il y a beaucoup de gens, qui sont aujourd'hui à Kondengui et qui, en leur temps, lorsqu'ils avaient encore les grâces de la cour royale, vous savez, à l'époque, quand on se rappelle de l'époque de la France, le roi de France, vous avez la cour au château de Versailles, tous ceux qui avaient accès, lorsqu'ils y allaient, ils se croyaient intouchables. Ils rentraient dans les provinces, narguer les populations parce que eux ils pouvaient parler au roi de France, ils avaient leurs habitudes, il y avait des courtisans. Donc c'est ça en réalité, cette insensibilité dont fait cas ce matin Chalamel, c'est que les gens sont dans leur bulle, les gens sont emmurés dans leurs acquis, dans leurs croyances même. Et se disent que non mais circuler, il n'y a rien à voir, ils se bouchent le nez, même quand ça pue comme un cadavre de 10 jours, ils vous disent que non, il n'y a rien à voir. Monsieur Eric Foposi, oui. Savez-vous que nous sommes arrivés à un endroit, à un niveau où, quand vous avez un problème, c'est même le magistrat qui vous tient en disant que l'affaire là va coincer ici, sortez dans la rue. Appelez Equinox, appelez les médias, sortez dans la rue, faites le tapage, on va régler. Voilà c'est à quoi on est arrivé. Observez tout simplement depuis 5-6 ans aujourd'hui. Tous les blocages qu'il y a ne se résolvent qu'avec les marches, les grèves,
Dès qu'il y a un mouvement, vous avez le ministre qui arrive. Ah, je n'étais pas au courant. Ah, donc vous avez mis le dossier. C'est arrivé quand je me penche sur le dossier et il y a solution. Voilà où on est arrivé. Parce qu'on a affaire à des insensibles criards et des insensibles nés. Alors, je vois très bien, et c'est ça qui est dommage dans ce pays, je pense qu'on doit commencer à respecter nos organisations de la société civile, parce que je vois des discours, mais alors incompréhensibles, des gens qui vous disent que ils se réunissent, elles se réunissent comme ça pour non mais pour l'opposition, que leur problème c'est billets doivent partir, qu'ils ont des barrières de fonds internationaux qui doivent rendre des comptes et justifier les financements. Non, il faut qu'on arrête. Tout pays fonctionne avec des organisations de la société civile. Il n'y a pas un seul pays au monde qui n'a pas une société civile forte. Et je rappelle que les avocats font partie de la société civile. Il faut qu'on rappelle ça aux gens. Les avocats font partie de la société civile. Les journalistes, les médias font partie également de la société civile. Aucun pays ne peut se développer sans une société civile forte. Et on doit comprendre ça. Et leur rôle, justement, c'est de pouvoir engager des plaidoyers auprès des gouvernants pour les tenir responsables. On doit tenir nos gouvernants responsables de ce qui se passe. Parce qu'au final, il n'y a qu'une seule personne qui a prêté serment pour travailler et diriger le pays. Et donc, cette personne doit être responsable de ce qui ne marche pas. Donc, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, on doit se tourner vers les gouvernants pour leur dire, attention, voilà, voici, voilà. Donc, il faut qu'on intègre ça. C'est de la citoyenneté, c'est de l'éducation civique. Les Camerounais doivent comprendre qu'ils sont en droit de demander des comptes à leur gouvernement. Justement, une seconde. Vous avez pu remarquer que même Macron, lorsque son parti, c'était en marche, d'abord avant de devenir la République en marche, lorsqu'ils ont atteint 300 000 militants, ils ont fêté. Et chaque parti en France, lorsqu'il a atteint 300 000 militants, ils ont fêté. Toute la France, lors des dernières élections présidentielles, les Français n'atteignent pas 1 million de militants. Mais regardez le comportement des Français 6 mois après l'élection de Macron. Ils sont descendus dans la rue pour lui dire que, monsieur, cher monsieur, vous avez promis, vous avez dit, vous ne pouvez pas. Là, ce n'était pas des partis politiques. Donc, pendant l'élection présidentielle, il y a eu plus de 40 millions de votants. 40 millions de votants. Alors que les militants n'atteignent pas 1 million. Et lorsqu'il fallait descendre dans la rue, c'est la société civile qui a même orienté les politiques. Donc les Mélenchons sont venus se greffer aux autres, à la société civile. Absolument. Et nous, lorsque la société civile veut commencer à dénoncer un certain nombre de choses, on commence à donner des étiquettes telles que... Et souvenez-vous, tout à l'heure on parlait de scandale homosexuel, puis j'appelle ça c'est un scandale. Hein. Arrêtons parfois d'être gentils. Donc, j'évoquais ça parce que lorsque François Hollande, justement en France, lorsqu'il met en place le mariage pour tous, c'est Manif pour tous qui naît. Voilà, c'est la société civile. Tout à fait. Avec à l'époque Brigitte Bardot qui porte ce mouvement-là. Donc il faut rappeler au Cameroun. Il dit à quoi, Hollande, tu es en train de tuer la famille. Tout à fait. Tu es en train de tuer la famille. La famille, effectivement. Oui. Et l'église catholique, tout à fait. Donc, bon, il n'y a que dans ce pays, au Cameroun, où on a appris aux Camerounais que avoir une ONG, donc une société civile, c'est être opposant. Pourquoi? Je sens, les gens ont un terme. Est-ce que opposant, c'est un terme péjoratif? Je veux dire que, mais oui, l'humanité doit s'opposer à ce qui ne marche pas. C'est normal. Donc, attention à ces discours que j'entends ici et là, et des gens qui simplifient, qui disent qu'on n'a jamais vu quelque part où des ONG donnent des injonctions à des gouvernements, mais attention, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Parce que le monde ne fonctionne que à partir de ça. Le monde, les équilibres du monde, s'il n'y a pas cette organisation, c'est que nous sommes tous cuits. C'est que nous sommes finis. C'est que même le petit semblant d'émission qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas ça. Ce sont ces gens-là qui réussissent à travers leur combat quotidien, qui ont livré, qui ont de leur vie pour ça, qui réussissent à garder en alerte nos gouvernants. Sinon, ils feraient tout ce qu'ils veulent.
ils s'en foutraient, déjà qu'ils s'en foutent, mais ils iraient encore plus loin que ça et nous serions aujourd'hui des serpillères pour ces gouvernants-là qui marcheraient sur nous comme des serpillères au final. Donc attention de ne pas dénigrer l'action de la société civile. Alors, on va poursuivre cette revue des réseaux sociaux avec vous, Karine Santia. Oui, on parle encore de société civile, cette fois avec la rencontre entre le Conseil de l'Ordre des avocats et le ministère de la Justice hier, afin de lever le mot d'ordre de grève de 5 jours initié par les avocats camerounais le 31 août dernier. Alors, invitant pour la suspension du port de la robe et la non-fréquentation des cours dans tout l'étendue du territoire du 15 au 20 septembre. Au final, à l'issue de la rencontre, le communiqué ne nous dit pas clairement si les avocats camerounais vont observer ce mot de grève ou pas. Alors, Jean Dimomo qui est lui aussi avocat, hein, donc il faut le signaler. On envoie un avocat parler aux avocats. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi. J'ai l'impression que on est en train de désaxer ce combat du Conseil de l'Ordre et que ce Conseil de l'Ordre-là, ce barreau du Cameroun, risque de se coucher. J'ai ce sentiment-là parce que, comme je vous ai dit, hier, on a veillé pour suivre minute by minute ce qui se passait dans cette salle jusqu'à tard dans la nuit. Et on a bien vu dans le communiqué final que le communiqué final est pris par le ministre délégué. C'est un communiqué pris par en tout cas, l'entête n'est pas l'entête du barreau du Cameroun, du moins, du Conseil de l'Ordre du barreau du Cameroun. Donc, il faut qu'on soit d'abord sur cette ligne-là. C'est vrai qu'on parle de commission ad hoc dans ce communiqué-là. C'est vrai qu'ils prennent les engagements d'instruire les gendarmes, les policiers, de désormais faire en sorte les procureurs, de désormais respecter le code de procédure pénale et les lois du Cameroun. Et ils ont dit ça comme ça, mais sauf que c'est trop petit. Il y a beaucoup de gens qui depuis hier sont très inquiets. Ils sont très inquiets que cette action louable des avocats puisse, on va dire comme ça, éclater en l'air et qu'on n'ait plus rien par la suite parce que, on sait que les transporteurs routiers font comme ça chaque fois, ils font des grèves, on n'est pas en de réunion, rien n'avance. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont au Cameroun, donc j'ai vraiment peur que ça ne marche pas et beaucoup ont d'ailleurs craint que lors de la prochaine session du Conseil, qu'il lève ce mot d'ordre de grève, malheureusement. Bon, Bengan, vous partagez cette inquiétude. J'ai les mêmes inquiétudes que vous. Oui. Parce que les vrais gens, permettez l'expression, ne sont pas venus. On a envoyé des délégués. Et chaque délégué qui allait disait, on m'a instruit, on m'a demandé de vous dire que, on m'a demandé, et là encore, là j'apprécie l'attitude des avocats. Ils ont donc dit c'est pour cette raison qu'ils ne pouvaient pas arriver à la levée de ces suspensions. Donc, nous avons constaté à l'article 1 qu'on a parlé de la suspension. On a parlé d'études. Là, j'apprécie. Ça veut dire que quand ils reviendront, lorsque, comme disait Charles Hamel, ils ne vont pas, comme ils sont sourds à ces revendications-là, le prochain mouvement risque d'être plus rude. Plus rude encore. Pourquoi je le dis? Il y a au moins 4 personnes qui n'auraient pas dû manquer à cette rencontre. Le ministre d'État, c'est-à-dire de la Justice, le premier président de la Cour suprême, le délégué général à la Sûreté nationale, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. S'ils prenaient vraiment ce truc de sérieux, ils n'auraient pas dû manquer. Mais ils se sont fait représenter. Ils se sont fait représenter, on a envoyé les délégués. Mais est-ce que le délégué va prendre quelle décision? Il ne peut pas prendre des décisions, c'est que non, cher maître, vraiment, entendez, on nous a seulement envoyé pour vous dire que bon, essayons de voir, bon, tout pas même de la mission à eux confier, on peut leur avoir dit qu'allez juste écouter ce qu'ils ont dit. Ça dépend de comment les envoyer. Non, Chalabel, j'ai une question pour après. Donc, c'est tout ça, les délégués, ils sont là, ils ne pouvaient pas prendre de décision. Et pour l'avocat, et c'est là où je dis, dans ce pays, ce sont les citoyens qui sont matures. Parce que et ce sont ces citoyens-là que l'élite gouvernante veut incriminer. Si les citoyens camerounais n'avaient pas été matures, ce pays-ci sera feu à sang. Et chaque fois on les provoque, ils ne répondent pas à cette provocation, ou alors répondent par le calme. Et ça, j'apprécie le comportement de Chalamel, quand même, cette réunion, il faut dire quelque chose, marque un petit tournant, ou bien un commencement de petit tournant.
Parce qu'on se souvient, d'ailleurs, premier élément, dans la résolution signée par le Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun, il n'y a pas d'ampliation ministère de la Justice. Mais ils n'ont pas de patron. Il n'y a pas d'ampliation. Ils n'ont pas de patron. Donc, qu'est-ce que ils ont dit là-bas à la réunion? Que bon, on a vu dans les réseaux sociaux que parce qu'il n'y a pas eu, ils n'ont pas reçu de documents qui annonçaient donc ils ne parlent pas de grève, puisqu'en fait ils n'ont pas de patron qui, voilà. On a juste suivi, c'est pour ça qu'on vous appelle pour savoir un peu ce qui se passe. Premier élément. Alors, il y a une vidéo qui circule actuellement dans les réseaux, mais c'est une vieille vidéo, parce que beaucoup pensent que c'est une vraie vidéo, où on voit le ministre de la Justice dire que mais les avocats font grève. Anglophone. Oui, à l'époque, les avocats anglophones, ils font grève. Mais ce n'est pas le problème, c'est avec leurs clients. Je paraphrase, que s'ils font grève, c'est eux qui ont pas là avec le client. Nous, si vous n'êtes pas là, mais non, on rend la justice que voilà. Et du coup, beaucoup ont commencé à dire, mais ça commence à être grave. Donc, c'est parce que le premier cas d'avocats qui ont commencé à gréver au début de la crise anglophone avait, à l'époque, eu une fin de non-recevoir face au gouvernement, et on sait ce que ça a causé comme crise anglophone. Est-ce qu'on peut voir cette réunion comme étant une prise de conscience ou un début de petite prise de conscience des erreurs passées? Monsieur Rifopoussi, en 2004, lorsque les avocats ont demandé à rencontrer le chef de l'État, c'était pour les mêmes problèmes. On les a envoyés toujours un délégué, comme Madim Bombok. 2008, ils sont entrés encore en colère, on a toujours envoyé un délégué. C'est une routine à laquelle ils sont habitués, monsieur Eric Fopoussi. Et c'est la raison pour laquelle tous ceux des avocats s'accordent, en fait, c'est la robe noire s'accorde à dire que ce mandat sera brûlant. Pour Maître Tchakoute Paté, ça sera brûlant parce qu'il a eu de gros dossiers. D'abord, le premier dossier, c'est tous ces avocats qui avaient été incarcérés. Eux-mêmes, ils ont subi. Eux-mêmes du barreau ont subi lorsqu'ils partaient rencontrer celui de Konsamba, celui qu'on avait incarcéré. Bon, vous vous rappelez, c'est ce qu'ils ont rencontré les autorités. Les autorités ont promis remonter les formations à Yaoundé. Il a cherché lui-même à rencontrer les différents responsables. Ça n'a pas eu lieu. Donc, j'en viens à ça pour dire, monsieur Eric Fopoussi, que quand on vous délègue, il y a votre feuille de route, il y a une mission à vous assigner. Tout à fait. Karine Sontia, on m'a dit qu'il y aura réunion de... Va écouter un peu ce qu'ils veulent dire. D'accord. Je viens, j'écoute, elle écoute, elle vient dire. C'est la même chose qu'ils avaient dit. Donc, monsieur Rifopoussi, vous allez... Oui. C'est compris, Charlemagne. On a bien compris. Merci infiniment. On va s'arrêter là pour votre revue des réseaux sociaux, Karine Sontia. Et tout de suite, basculer au plateau B, mais avant... Alors, parlons bien sûr des agences Maison du Plombier. Il faut déjà rappeler que on a plus de 11 agences au Cameroun. Nous sommes à Douala. Bien entendu, nous sommes à Yaoundé, nous sommes à Kribi, nous sommes à Bamenda, nous sommes à Boya. Et ceux qui ont besoin de passer les commandes qui sont hors de ces différentes villes peuvent tout simplement appeler le directeur commercial, monsieur Tala, au numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran et de passer leurs commandes. Soyez prudents quand vous voulez acheter un article, évitez d'acheter le vrac. Vous avez besoin des sanitaires, vous avez besoin des robinets, vous avez besoin bien sûr des lavabos, vous avez besoin des WC, un seul endroit, la maison du plombier, la maison de la qualité. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin avec bien entendu ce lavabo. Oh là 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 là. Rien qu'à voir ce lavabo, ça vous donne l'envie de temps en temps de laver vos mains. Rien qu'à voir ce lavabo, ça vous donne l'envie de le mettre chez vous. Et bien sûr, vous l'avez à 16 000 francs. Un lavabo plus colonne, vous l'avez à 16 000 francs. Du côté bien sûr des agences Maison du Plombier. À côté bien sûr de ce lavabo, dès que vous l'achetez, non seulement il est neuf, il est avec garantie, il est de qualité, il est d'origine. Vous recevez en bonus un porte-savon en porcelaine. Pour combien, chers téléspectateurs? 16 000 francs seulement. À côté bien sûr du lavabo, on a également cette colonne de douche. Oui, un élément important pour pouvoir transporter de l'eau. Un élément important pour une circulation de l'eau. Une colonne de douche rigide en plastique. Oh là 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 là. Ce ne sont pas les colonnes de douche là. Ce sont les colonnes de douche de la Maison du Plombier. Oh là 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 là. 2
2500 francs. La colonne de douche en tuyau plastique, bien entendu, elle est solide, elle est nyanga, elle ne se rouille pas. Vous l'avez à 2500 francs. Une magnifique colonne de douche du côté bien sûr des agences Maison du Plombier. Et je rappelle également que ceux qui ont besoin d'acheter en quantité pour revendre, le directeur commercial m'a chargé ce matin de vous dire qu'il y a des prix préférentiels pour tous ceux qui veulent acheter en quantité pour revendre. À côté bien sûr du lavabo, à côté des colonnes de douche, on a également cet élément. Il est important dans notre plomberie. Il est indispensable. Il est incontournable. C'est une colle PVC. Et quand on parle de colle PVC, on ne parle pas de n'importe quelle colle PVC. On parle de la colle PVC de marque Sifcol. Vous l'avez à 7000 francs pour une boîte d'1 kg. Il est capable de coller plusieurs tuyaux PVC parce que la colle PVC de la Maison du Plombier, elle est transparente, elle est d'origine, elle est bien sûr de qualité supérieure. Vous l'avez à 7000 francs pour une boîte d'1 kg. Je m'adresse aux revendeurs, je m'adresse aux plombiers, je m'adresse aux particuliers. On est également toujours dans la colle PVC, on a également une contenance de 500 grammes, vous l'avez à 4000 francs. C'est le prix de promotion. Je rappelle que le stock, il est très limité. N'attendez pas la fin de la promotion. Vous savez très bien que le concept de Salaka, c'est le commercial à grande échelle. Quand Salaka décide de vendre un article, ça court comme bim bim. Donc ceux qui me regardent en ce moment, allez directement dans n'importe quelle agence Maison du Plombier et achetez la colle PVC. On a également toujours la colle PVC, une contenance de 125 grammes. Vous l'avez à 1500 francs du côté bien sûr de nos agences. Alors je vais rapidement rappeler à tous les téléspectateurs qu'à ce moment, n'hésitez surtout pas. Les lavabos, vous les avez à 16 000 francs à la Maison du Plombier. Les colonnes de douche rigides, vous les avez à 2500 francs. On parle également bien entendu des colles PVC. Alors n'hésitez surtout pas. Donc yes non. Il faudra ça pour Bepanda, faudra ça pour Bomono, faudra ça pour Yamonde, for Ngandere, for Kribi. Just go yes non, for Maison du Plombier. Voici en direct la colle PVC. Cette colle PVC, elle est de qualité supérieure. Vous l'avez à partir de 1500 francs dans les agences Maison du Plombier. Des lavabos de qualité supérieure, des sanitaires et bien entendu, tout ce qu'il y a pour embellir votre douche, vous les avez à la Maison du Plombier à des prix défiant toute concurrence. Merci beaucoup et choisissez la qualité, choisissez le numéro 1 du matériel de plomberie au Cameroun et en Afrique, la Maison du Plombier, livraison dans tout le Cameroun, livraison dans certains pays africains. N'hésitez surtout pas. Merci Constilamine. Vous ne serez pas déçus. Merci Constilamine. Merci beaucoup pour la Maison du Plombier ce matin sur Equinox Télévision. On va tout de suite, madame, monsieur, basculer sur interpellation. Interpellation évidemment qu'on va retrouver dans un court instant avec les images de Cédric Chouna. Comme chaque matin, vous le savez, il nous livre l'avis d'un compatriote qui donne son point de vue sur la bonne marche du Cameroun et qui permet donc à ce pays de pouvoir avancer. Vous le savez, chaque matin. Donc on regarde l'image et ensuite on fait le commentaire sur le plateau. À tout de suite. Il faut que les gens prennent conscience parce que je prends un simple exemple, le fait des embouteillages qui se vivent actuellement dans la ville et qui ont toujours sévi. Et je pense que ça va toujours, il y en aura toujours tant que les uns et les autres ne prendront pas conscience. Parce que bien que le gouvernement peut faire le maximum d'efforts pour viabiliser les rues, pour donner les marques de signalisation, tant que nous, les usagers, on ne puisse pas respecter cela, on sera toujours dans la même situation. Je prends un cas, les deux voies de déviation du pont de Bonabéry. Bon, vous voyez normalement que si les uns et les autres respectaient ces deux voies et que tous allaient à la file indienne, chacun devait y aller. Mais les uns veulent aller à gauche, à droite, au point où on retrouve les voies qui sont faites peut-être pour une voiture, se retrouvent élargies à 6 voitures. Et quand les motos viennent s'en mêler, c'est la catastrophe. Donc moi je pense que pour peut-être parier à cette situation, il faut que le Camerounais essaie d'être discipliné. Et toujours se poser la question. On dit toujours qu'est-ce que l'État fait pour moi, qu'est-ce que le Cameroun fait pour moi. Si chaque Cameroun avant de dormir peut se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour le Cameroun aujourd'hui, je crois que les choses peuvent changer. Parce que prenez par exemple mes amis Bensikine, moi j'ai une moto avec laquelle je roule, mais je vous dis,
tellement indisciplinés. Dans les carrefours, et là, ils sont plantés. Et quand bien même une voiture klaxonne, que quelqu'un bouge un peu le gars, il ne bouge même pas d'un trait. Et si vous insistez, il va que vous insulter. Donc je pense que c'est cet incivisme, par exemple, qui nous cause trop d'embouteillages. Voilà, Boro Bengan, incivisme dénoncé par ce compatriote. Un petit mot là-dessus. Oui, il a raison, mais on éduque la société. Quand on laisse tout le monde se débrouiller, les gens vont se débrouiller. On ne fait pas l'histoire avec les si. Si je sais, l'histoire c'est ce qui est là. Et la crise actuelle de la route, faudrait d'abord, il n'y a pas, c'est pas le citoyen qui a dit qu'il n'existe pas de trottoirs. Ce sont des autorités administratives qui, parce qu'ils peuvent gérer les emprises, ils ont donné les trottoirs en location. Très bien. Donc, et les citoyens se retrouvent dans cette situation. Éduquez-les. C'est vrai, il y a l'incivisme, mais c'est le haut qui a provoqué ce que le bas fait. En tout cas, l'État a vocation à éduquer. Et il y a la police normale, il y a la police municipale. Et je rappelle qu'il y a tout un ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Donc il y a tout pour éduquer les populations. Comment? Moi, je ne sais pas comment on prend un taxi. Voilà. D'abord, il n'y a pas de signalisation. Voilà, c'est sa responsabilité. Monsieur Mounouna Futsu, il est le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique. Donc, c'est bien écrit dans son ministère. Merci beaucoup, Boro Bengan. Madame, monsieur, on va basculer au plateau B une fois de plus. D'abord, on regarde ceci, école de formation AIB. Vous êtes jeune maman et vous n'avez pas le temps de vous déplacer. Vous êtes une passionnée des métiers de l'esthétique et de la cosmétique. Vous souhaitez vous mettre à votre propre compte, du moins, pour ce qui concerne ces métiers de l'esthétique et de la cosmétique. Vous êtes un travailleur avec un emploi de temps assez chargé et qui souhaitez vous expertiser bien sûr dans ces métiers de l'esthétique et de la cosmétique. AIB e-learning vous permet de décider à quel moment étudier. AIB e-learning vous permet d'ailleurs de travailler à votre propre rythme et vous avez droit à un suivi personnalisé. Et oui, parce que AIB, c'est aussi la multiplicité dans la stimulation grâce aux outils diversifiés. C'est également une panoplie de chemins d'apprentissage qui s'offre à vous grâce à l'utilisation du multimédia avec bien évidemment une collaboration sans pareil. AIB e-learning s'adresse également aux étudiants, oui, parce que entre deux cours, vous pouvez avoir un petit temps à consacrer bien sûr au e-learning et cela vous permet demain de vous mettre à votre propre compte, pourquoi pas, et de maîtriser même les contours des métiers de l'esthétique et de la cosmétique. Prenons tout simplement le rendez-vous pour le 15 octobre prochain car ce sera la rentrée académique. Alors, Consilamine, présentez-nous AIB. Alors, chers téléspectateurs, une fois de plus, bonjour. Le concept Salaka s'installe auprès d'un nouveau partenaire, cette fois-ci pour parler formation professionnelle, pour parler esthétique, pour parler coiffure, pour parler cosmétique. C'est bel et bien AIB, Académie internationale de beauté, qui est donc située en plein cœur de Bonapraiso, c'est à Douala au Cameroun. AIB est cette école de formation qui a plusieurs années d'existence, avec bien sûr pour promotrice cette grande dame, Madame Bilan, qui est d'ailleurs la fondatrice de cette école de beauté. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de cette école qui devrait aujourd'hui interpeller tous ceux qui nous regardent en ce moment. Vous êtes titulaire d'un BPC, d'un probatoire, d'un baccalauréat ou alors d'une licence. Vous recherchez un centre de formation de qualité supérieure. Écoutez tout simplement la voix de Constilamine. Rendez-vous du côté de Bonapraiso, c'est bien sûr en plein cœur de Douala, et choisissez pour cette rentrée académique 2019-2020 l'une des meilleures écoles d'esthétique, de beauté et bien sûr de cosmétique au Cameroun, à savoir l'Académie internationale de beauté en abréviation AIB. Alors, Consti, quelles sont les différentes formations et les filières disponibles à AIB? Alors, parlons bien sûr de différentes formations qu'on retrouve à AIB. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs types de formations. Nous allons commencer déjà par la formation normale, qui est couronnée, bien entendu, par un diplôme signé par l'enseignement professionnel. C'est une formation de 10 mois avec 2 mois de stage. On a également une formation, la formation certifiante, qui est une formation de 6 mois et le certificat est délivré par l'établissement. On a également des formations accélérées, donc ceux qui s'apprêtent peut-être à voyager, ceux qui veulent rapidement apprendre un métier, vous avez la formation accélérée de 3 mois,
couronnée également par une attestation de formation. On a également la formation en recyclage, donc qui s'adresse aux professionnels, qui s'adresse à ceux-là qui travaillent déjà dans les instituts de beauté et qui ont besoin, c'est-à-dire d'agrandir leurs connaissances. Alors là, on parle de formation en recyclage. On a donc les différentes formations que vous retrouverez en cours du jour et cours du soir à l'Académie internationale de beauté. Parlant bien sûr de différentes filières à AIB, on a plusieurs filières de formation qui sont d'ailleurs des filières de formation à fort potentiel d'emploi. Parlant bien sûr de ces filières de formation, vous avez déjà l'une des premières filières, c'est la coiffure. Et quand on parle de coiffure mixte, hommes, femmes et enfants, et pas n'importe quelle coiffure, une coiffure professionnelle. On a également la filière esthétique. On a bien entendu également la filière qui vous permet d'apprendre à fabriquer, bien entendu, les produits cosmétiques. Vous retrouverez donc à AIB plusieurs filières de formation et c'est l'occasion plus que jamais d'attirer l'attention des parents, d'attirer l'attention de ceux qui nous regardent en ce moment. Choisir un centre de formation, c'est bien, mais choisir l'Académie internationale de beauté, c'est encore mieux. Quelle est donc la particularité, vous le dites si bien, Constylamine, mais quelle est la particularité de AIB? Alors déjà, les images qui ont été présentées tout à l'heure à la télévision Equinox montrent bien entendu la particularité de AIB, mais je vais d'ailleurs rappeler à tous nos téléspectateurs que l'Académie internationale de beauté présente plusieurs particularités. Tout d'abord, un cadre moderne, un cadre aéré avec des enseignants professionnels. Une autre particularité à AIB, c'est également les stages académiques et professionnels que nous offrons à tous nos apprenants. Une autre particularité, c'est que les cours sont dispensés par des enseignants professionnels en cours du jour et cours du soir. La cerise sur le gâteau, c'est que tous nos étudiants, après la formation, obtiennent directement un emploi. Nous vous garantissons un emploi parce que se former, c'est bien, mais travailler par la suite, c'est encore mieux. Voilà pourquoi Madame Bilon et tous ses partenaires camerounais et africains mettent à la disposition, bien entendu, de tous les apprenants un emploi direct après la formation. Voilà donc pour ce qui est de la particularité de cette école de formation professionnelle. Rapidement, vous nous dites rapidement à quand la prochaine rentrée scolaire? Alors la prochaine rentrée académique est pour le 15 octobre 2019. Les inscriptions ont commencé depuis le mois d'août dernier et se poursuivent tous les jours de lundi à samedi dans nos locaux à Bonapriso, derrière l'ancien supermarché Champion. Et ceux qui le regardent hors du Cameroun, retenez tout simplement que l'AIB dispose des partenaires au niveau du Cameroun qui sont capables d'héberger tous les apprenants qui résident hors de la ville de Douala. Parce qu'on le regardait du côté du Gabon, du côté de la Côte d'Ivoire, on peut partir du Gabon pour le Cameroun et se former à l'Académie internationale de beauté. Chers parents, merci beaucoup. Appelez directement Madame Bilon, appelez nos numéros de téléphone et venez vous inscrire à AIB. Merci Constylamine, Madame, Monsieur. Le temps est totalement écoulé et on va s'arrêter là pour ce matin. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10 h. Que Dieu bénisse le Cameroun et ses bouillons de cuisses.